Bonjour à toutes et à tous, chers camarades, on continue là où nous nous sommes arrêtés. Souvenez-vous, nous avions retracé l'historique des vieilles théories racistes, leurs origines coloniales, nous les avons débunkées grâce à l'histoire africaine, puis nous nous sommes tournés vers le néocolonialisme et l'impérialisme français, qui nous concernent directement. Que vous soyez travailleur en France, c'est notre système à abattre, ou si vous êtes en Afrique, ce que vous devez combattre pour libérer le pays. Cependant, la France n'est pas la seule. Voyez-vous, les impérialistes sont très nombreux, et la France est de loin l'un des plus inoffensifs pour le futur. Sur ce, reprenons. Alors, ce passage sur la France était plutôt long. Alors, nous allons rester en Europe pour voir l'impérialisme européen de l'Union européenne en Afrique. Comme nous l'avons abordé dans le dernier chapitre sur l'impérialisme français, l'Union européenne est un projet impérialiste pur et dur. Le constat est simple, les États bourgeois européens ne peuvent pas suivre le rythme et la puissance des nouvelles superpuissances, aka les États-Unis et l'Union soviétique, et décident de petit à petit, au fil des années, de rapprocher les différentes bourgeoisies européennes pour former un seul grand bloc, une seule superpuissance européenne capable de tenir tête aux autres superpuissances. Aujourd'hui, les rivaux économiques sont les USA et la Chine, et militairement, la Russie et les USA. Ce sont à peu près les mêmes adversaires qui doivent combattre en Afrique en termes impérialistes. La faiblesse de l'UE est que la bourgeoisie européenne reste toujours un peu rattachée à leur bourgeoisie nationale, entre guillemets, car elle reste toujours inféodée à leurs États. Mais donc, ça veut dire que cette union est fragile et franchement assez faible, ce qui en fait un grand maillon faible de l'impérialisme. L'impérialisme européen fonctionne globalement de la même manière que l'impérialisme français sur sa nature néolibérale ou sur son idéologie, ce qui découle du fait qu'ils font partie du même camp. L'Union européenne fonctionne plus comme une sorte de pôle impérialiste intégré, où les capitaux sont majoritairement exportés via des banques, des multinationales et des institutions financières. L'Allemagne domine économiquement l'UE, notamment via des exportations industrielles et des politiques d'austérité imposées à des pays comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne. C'est une forme d'impérialisme intra-européen. L'UE impose des accords commerciaux, par exemple les APE, donc accords de partenariat économique, qui bloquent les développements industriels de l'Afrique et la maintient dans une logique d'exportation de matières premières. L'UE impose des politiques économiques néolibérales aux pays en développement via le FMI et la Banque mondiale, souvent sous la pression de la France et de l'Allemagne. L'UE agit par le droit et les traités plutôt que par l'intervention militaire directe. Elle impose des règles commerciales qui favorisent ses entreprises et empêchent l'émergence de concurrents locaux. Elle influence via l'aide au développement, qui est souvent conditionnée à des réformes favorisant les multinationales européennes. Là où la France favorise des ingérences directes, des soutiens économiques et politiques à des dictateurs pour se maintenir ainsi que des interventions militaires, ce qui fait que l'Europe est plus proche de la Chine que de la France dans ses méthodes, puisqu'elle utilise simplement ces outils que sont les institutions de Bretton Woods et autres types occidentaux. Les impérialismes européens et français sont complémentaires, l'un faisant partie de l'autre. Mais séparer les deux concepts nous permet de saisir les contradictions internes à la bourgeoisie qui n'est pas encore unifiée. Les conséquences sur l'économie africaine sont proches des conséquences de l'impérialisme français, excepté pour tout ce qui est dû au CFA et intervention militaire. Le problème est que la population africaine ne semble pas toujours faire le lien avec l'impérialisme. L'impérialisme, comme un concept en général applicable à tout le continent et à tous les pays, semble encore assez mal compris par beaucoup de pays africains, qui sont aujourd'hui plus dans un sentiment purement anti-impérialisme français que anti-impérialiste en général, ce qui peut être un avantage pour l'Union européenne.
Alors le premier grand facteur de l'impérialisme américain en Afrique, c'est l'hégémonie du dollar. Un exemple apparaîtra clairement à cet égard. Supposons que le pays 1 exige un produit X que le pays 2 a. Et le pays 2 exige à son tour un produit de base Y que le pays 1 a. Ils ne se contentent pas, dans le système actuel, d'échanger ces deux produits entre eux. Chacun d'entre eux doit d'abord se procurer des dollars afin d'acheter la marchandise de l'autre. Et à moins que chacun d'eux ait des réserves en dollars suffisantes pour commercer, ce commerce ne se produira tout simplement jamais. En d'autres termes, le dollar étant le moyen de circulation dans les transactions internationales, une pénurie de dollars entre les mains d'un certain pays retarderait même leurs transactions mutuelles. Cela est particulièrement vrai pour le commerce entre les pays du tiers-monde, parce que chacun d'entre eux est affligé par une pénurie de dollars. Ils pourraient développer leur commerce mutuel s'ils pouvaient commercer dans leur propre monnaie, c'est-à-dire dédollarisée. L'expression dédollarisation désigne une diminution de la dépendance à l'égard du dollar des États-Unis en tant que moyen de circulation, unité de compte ou forme de réserve de détention pour les transactions internationales. La dédollarisation, cependant, est naturellement opposée par les États-Unis, car leur monnaie étant cruciale dans l'économie mondiale, et généralement considérée comme aussi bonne que de l'or. Elle donne aux États-Unis un immense avantage, comme s'ils étaient assis sur une mine d'or libre inépuisable. Il peut acheter des ressources d'autres pays, il peut reprendre leurs entreprises, investir autant qu'il le veut à l'étranger et financer ses propres déficits courants. Tout cela simplement en imprimant plus de dollars. Les États-Unis peuvent également utiliser ce rôle du dollar pour écraser les pays et leur forcer à accepter leur hégémonie. Ils peuvent mettre des dollars à la disposition d'un pays qu'ils favorisent, à défaut il peut emporter les réserves en dollars de certains pays qu'ils souhaitent punir, car ces réserves sont généralement détenues dans des banques occidentales. C'est ce qu'ils ont fait à l'Iran ou à la Russie, d'où l'émergence des BRICS comme une alternative nécessaire. On a déjà perdu assez de temps sur des listings dans cette vidéo pour que je puisse me permettre de lister les interventions militaires directes ou indirectes des États-Unis d'Amérique, mais rapidement, les classiques interventions en Libye, Somalie, Congo, UNITA, Afrique du Sud, Soudan, bref. Le prochain point spécifique à l'impérialisme américain, c'est l'USAID, qui a récemment fermé, mais qui a toujours été un levier important de l'impérialisme US. The presence of the United States is, as a leading power in the free world, is involved in your work directly. The people who are opposed to aid should realize that this is a very powerful source of strength for us. It permits us to exert influence for the maintenance of freedom. If we were not so heavily involved, our voice would not speak with such vigor. And as we do not want to send American troops to a great many areas where freedom may be under attack, we send you. L'USAID est une agence relativement jeune. Un John Fitzgerald Kennedy a conçu un groupe d'organisations d'aide sous un même toit avec l'adoption de la loi sur l'aide étrangère de 1961. L'USAID devait suivre les traces du plan Marshall, mais elle fonctionnait plus efficacement pour faire progresser la politique étrangère des États-Unis. Les objectifs à l'époque étaient clairement exprimés et étaient cohérents avec les politiques de guerre froide visant à réduire la menace du communisme et à ouvrir de nouveaux marchés sur les États-Unis. Celles-ci se sont étendues à, entre grosses guillemets, l'élaboration de politiques et d'institutions de pays et même à la reconstruction de gouvernements. En tant qu'organisation d'aide, l'USAID sert principalement les entreprises américaines. L'agence sabote les économies, les cultures et même les religions des pays assistés, afin de les ouvrir en tant que marché et de transformer leurs pauvres entrepreneurs en travailleurs à des salaires de subsistance. Dans ce projet, l'USAID exploite un large éventail d'organisations prétendument non gouvernementales, qui emploient principalement des Américains. Bien que ces travailleurs des ONG vivent sur place, ils s'isolent dans de petites enclaves et dépensent une grande partie de leurs fonds en produits américains, à tel point que l'USAID peut se vanter de recycler environ 80% de ses dollars dans l'économie américaine. Depuis plus de 50 ans, la politique de l'USAID a été de acheter américain et d'imposer strictement une aide liée. C'est-à-dire que ces fonds doivent être dépensés en biens et services provenant exclusivement d'entreprises américaines et transportés uniquement par des transporteurs américains, même si cela signifie payer des prix plus élevés, ce qui affaiblit les économies locales censées être aidées. L'USAID est globalement un outil servant aux USA à faire sauter des gouvernements étrangers grâce à des révolutions de couleur.
On les retrouve au Nicaragua, où les États-Unis ont acheminé des dizaines de millions de dollars vers des groupes d'opposition au Nicaragua par le biais de leur branche de puissance. L'USAID est juste un front de la CIA qui a longtemps été utilisé comme une sorte de couverture humanitaire pour les opérations visant à déstabiliser des gouvernements de gauche indépendants, en particulier en Amérique latine. On peut aussi les retrouver en Pologne, finançant des organisations anticommunistes comme le Solidarność, qui détruira le gouvernement polonais. On peut les retrouver en Russie, à la chute de l'Union soviétique, dans presque tous les pays d'Amérique du Sud, et bien sûr en Afrique. Toutes les institutions d'espionnage américaines travaillent ensemble et en accord avec l'USAID. Ces actes d'intervention en Amérique latine et dans le tiers-monde sont suffisamment enregistrés depuis le début des années 60. Avec l'expérience accumulée dans l'utilisation du pouvoir judiciaire, dans la lutte politique entre factions à l'intérieur même du pays, l'agence de l'USAID étend ses programmes d'intervention au système judiciaire et aux auxiliaires du pays du tiers-monde, c'est-à-dire à la magistrature, au ministère public, à la police judiciaire, afin de provoquer des changements politiques favorables à ses intérêts dans les pays ciblés. Cela explique la présence prédominante d'agents de la CIA liés aux pseudo-démocrates yankees. Comment l'agence agit-elle dans ce nouveau domaine d'occupation ? D'abord en tant qu'organisme de conseil et de soutien pour la réforme judiciaire, puis sous forme d'instituts consultatifs pour les gouvernements en matière de législation, et puis à travers des programmes de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence. Pour compléter le tableau, l'impérialisme yankee, notamment depuis les années 90, utilise des grands médias et en promouvant le journalisme d'investigation, les soi-disant réseaux sociaux et les organisations sociales, selon leurs propres termes, pour surveiller les institutions politiques et générer des informations afin de provoquer un changement social et un meilleur fonctionnement de leur communauté. Alors bien sûr tout ça, vous l'avez compris, c'est du bullshit néolibéral pour faire passer des choses qui consisteraient globalement à ingérer dans les affaires d'autres pays afin de mettre en place des régimes qui nous sont favorables. Alors à tout cela s'ajoutent des fondations de membres de l'oligarchie financière comme celle de Soros. Certaines des institutions qui composent ce cadre sont à travers l'USAID, la Fondation nationale pour la démocratie, National Endowment for Democracy, NED, le NDI, le IRI et autres entités paragouvernementales. Washington apporte une aide considérable aux mouvements politiques soutenant les objectifs politiques et économiques des États-Unis. Mais un point intéressant de le fonctionnement de l'impérialisme US, il est passé maître dans l'art de camoufler ses intentions grâce à l'usage d'organisations non gouvernementales, organisations qui n'ont jamais aussi mal porté leur nom, qui permettaient de porter des intérêts impérialistes et d'interférer directement dans des politiques internes de pays étrangers, de lancer de grandes campagnes de propagande, de créer des partis d'opposition de toutes pièces, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces institutions fonctionnent ensemble. L'USAID, les ONG, la CIA, tout cela fait partie du large panel d'outils impérialistes américains. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails de fonctionnement précis car nous souhaitons rester en termes généraux, mais l'idée globale reste la même. Les agences américaines, portant un masque d'aide au développement, de soutien à la démocratie et au peuple, sont en réalité des moyens d'impérialiser des pays et de leur retirer toute souveraineté. Ce fait est inconnu de trop de gens. Ces mêmes personnes, dupées par les mots des impérialistes, se mettent alors à détester les gouvernements ciblés par les USA, en les reprochant de refuser des aides au développement ou autres soutiens à la démocratie ou lutte anticorruption proposés par le policier du monde, sans comprendre que ces pays refusent ces aides car ils sont parfaitement conscients qu'elles n'en sont pas et qu'elles ne sont destinées qu'au maintien de leur exploitation. Il ne faut pas en vouloir aux gouvernements oppressés, mais à ceux qui les oppressent, à ceux qui étouffent le tiers-monde. Un dernier point pouvant paraître moindre ou non important est le soft power culturel de l'impérialisme américain. Il est certes très loin d'atteindre le niveau soft power français en Afrique de l'Ouest, mais il est mondialement important. Je ne vais pas paraphraser ici en me lançant dans de grands discours, je pense que Thomas Sankara pourra vous expliquer bien mieux que moi l'importance de l'impérialisme culturel. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train de parler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté comme vous aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes, c'est le sionisme.
L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Et je vous ai dit qu'il passera à une phase violente. Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a armé ceux qui, en Afrique du Sud, tuent nos frères. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Ils n'ont pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous nous sommes compris. Avec l'impérialisme culturel américain, son mythe du rêve américain, sa culture capitaliste, l'export de ses coutumes à l'international, que ce soit grâce à l'apprentissage de l'anglais sur les 4 continents ou bien grâce au cinéma américain, à toute l'industrie du divertissement, ce sont des choses qui peuvent aussi radicalement changer des pays avec le temps. Ça, c'est pour l'impérialisme culturel. Mais on peut se poser la question, quels sont les investissements américains? Quelle est la nature de la présence américaine? L'impérialisme américain est principalement concentré sur l'exploitation minière, donc toujours sur le même schéma de tu me donnes des ressources, je fais les produits finis. Je ne vais pas me répéter là-dessus, c'est globalement toujours la même chose, on l'a déjà expliqué avant. Pour la présidence, on est sur environ 44 milliards d'IDE en Afrique en 2021. Échanges commerciaux USA-Afrique, environ 64 milliards de dollars en 2021. L'USAID a investi environ 7,5 milliards de dollars en Afrique en 2021. Environ 600 entreprises américaines opèrent en Afrique et on a donc une présence notable dans les secteurs de l'énergie, de la technologie et des biens de consommation. Et forcément, comme toujours, on a de grands projets d'investissement comme le projet Prosper Africa, visant à doubler le commerce et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l'Afrique, faciliter l'accès aux entreprises américaines au marché africain, promouvoir la création d'emplois aux États-Unis et en Afrique, mais encore une fois, on constate une forte présence dans les secteurs de biens de consommation. Donc par exemple pour de grandes entreprises américaines qu'on peut retrouver en Afrique, on a par exemple ici ExxonMobil, donc, qui s'occupe du pétrole et du gaz, qui est présent dans plusieurs pays, dont le Nigeria, l'Angola et le Tchad. Nous avons Chevron, qui s'occupe aussi du pétrole et du gaz, encore au Nigeria, en Angola et en Guinée équatoriale. La General Electric, qui s'occupe d'énergie, de santé et de technologie, qui est présente dans de nombreux pays africains. Coca-Cola, pas besoin de présenter. Procter & Gamble, produisant des biens de consommation divers, présent dans plusieurs pays dont l'Afrique du Sud, Nigeria et Kenya. IBM, qui s'occupe de technologie et d'information avec des bureaux dans de nombreux pays africains. Microsoft, qui a des centres de développement au Kenya et au Nigeria. Google, avec des bureaux dans plusieurs pays et de grands projets d'infrastructure internet. Cargill, qui s'occupe d'agroalimentaire, présent dans plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun. Ou encore pour finir, Caterpillar, qui fait des équipements de construction avec une présence importante en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Donc encore un impérialisme qui n'a pas grand chose à proposer de très intéressant non plus. On pourrait croire à première vue que Prosper Africa serait l'équivalent de l'initiative de la ceinture et de la route ou encore de projets massifs du sommet de Chine-Afrique du gouvernement chinois, mais Prosper Africa est en réalité bien moins ambitieux que cela.
Il n'a débloqué que très peu d'argent et ne fait que mettre en place des mesures pour faciliter l'investissement sur le territoire, ce qui n'en fait pas un concurrent très sérieux à la Chine. Ils ont tout de même fait de nombreux projets de grande envergure sur le continent, comme Power Africa, une initiative visant à l'électrification du continent, qui est un enjeu majeur en Afrique, pour lequel ils ont préparé 7 milliards de dollars prêts à être investis. Feed the Future, avec un programme d'aide alimentaire à 1 milliard de dollars par an, la Millennium Challenge Corporation, qui investit 9 milliards de dollars en subventions, et la Development Finance Corporation, qui est en train de déployer plusieurs milliards en Afrique avec un objectif de 10 milliards d'ici 2026. Donc en additionnant tout ça, on arrive déjà à un bon pactole de 70 milliards de dollars, plus 1 milliard d'aides chaque année dans le cadre de Feed the Future, plus les aides de l'USAID. On peut donc voir que la présence économique reste très élevée. Les États-Unis restent bien implantés avec des pays entiers à leur botte comme le Nigeria et leur politique impérialiste très agressive fonctionnant via du chantage, des coups d'État, des bombardements et autres méthodes bien américaines qui font que cet impérialisme reste encore très majeur sur le continent. Pour terminer, même si les États-Unis restent connus comme un impérialisme historique du continent, ils gardent une meilleure image que la France et une popularité encore relativement élevée. Leur impérialisme n'est clairement pas au bord de l'effondrement à l'instar de la France. Mais étonnamment, en faisant des recherches, on constate que leur présence est moindre comparée à la présence chinoise en termes d'investissement. Alors continuons sur notre lancée des pays impérialistes, nous avons un plus petit cette fois-ci, la Russie. Ce pays est assez peu important sur le continent africain en termes impérialistes, mais lui et la Chine forment la nouvelle alternative de développement pour les pays africains qui souhaiteraient briser les liens avec l'Occident. La Russie, après la chute de l'Union soviétique, a perdu sa place que le social-impérialisme soviétique lui permettait d'avoir en Afrique, que ce soit en Éthiopie, en Angola ou au Mozambique, ce qui fait qu'elle doit pratiquement tout reconstruire. La Russie a dû d'abord se relever et se débarrasser de la présence impérialiste américaine et européenne sur son propre territoire avant de commencer à se construire en une nouvelle puissance émergente. Vladimir Poutine, bien que l'on puisse lui reprocher sa politique impérialiste ultra-réactionnaire et anticommuniste, a sorti la Russie du giron occidental dans lequel Yeltsin et ses oligarques l'avaient mise. Nous ne soutenons pas Vladimir Poutine, juste rendons à César ce qui est à César, malgré ce qu'il fera après, il aura pu empêcher à la Russie d'endurer ce que d'autres pays d'Europe endureront pendant bien plus longtemps. Donc, une fois la contradiction entre la bourgeoisie comprador et la bourgeoisie nationale résolue, la Russie a pu commencer à réimplanter d'abord un impérialisme régional, en maintenant sa pression via le CSTO envers les divers pays du bloc russe comme l'Ukraine, la Biélorussie, l'Abkhazie, le Kazakhstan, bien que, comme vous le savez, cela changera pour l'Ukraine en 2014 avec le coup de Maïdan, où l'Ukraine passera dans l'orbite occidentale, toujours dans cette dynamique de retrouver les vieux copains. La Russie pourra se rapprocher de pays comme la Syrie et la Chine, etc., etc. Mais globalement, des impérialismes assez faibles, présents, mais faibles. Rien de très alarmant pour l'instant. Et c'est ce qui caractérisera l'impérialisme russe pendant longtemps, encore aujourd'hui. Il reste un impérialisme assez régional. Alors, pour l'Afrique, quoi ? Un peu comme sur le reste du plan international en Afrique, la Russie est une bille économiquement.
Alors pour l'instant, l'impérialisme russe s'installe surtout dans le précaré français via notamment l'AES et d'autres régimes anti-impérialistes vis-à-vis de la France. Mais si la Russie est une bille économique, comment s'implante-t-elle en Afrique ? Eh bien tout se passe essentiellement sur du débat et de la popularité. Une forte présence pro-russe dans les médias africains, les faisant passer pour des sauveurs de la veuve et de l'orphelin. La Russie qui n'hésite pas à sauter sur toute occasion pour taper sur le vieil État français paternaliste qui exacerbe les Africains, là où Macron fait des leçons de démocratie et de droits de l'homme à chaque passage en Afrique, la Russie sort de grands discours pseudo-anti-impérialistes, apporte des céréales pour nourrir le continent, construit la première centrale nucléaire en dehors de l'Afrique du Sud, et un discours très conservateur, contrastant fortement avec le libertarianisme néolibéral qui ne parle pas du tout aux Africains. Bref, beaucoup moins d'engagement, des offres plus alléchantes, une popularité croissante grâce à une bien meilleure compréhension des réalités locales, et de l'extrême impopularité de la France sur le territoire. Alors la Russie a-t-elle raflé l'Afrique de l'Ouest ? Premièrement, cette dynamique est très limitée et encore en cours, là où la France plaçait ses propres dirigeants, décidait des politiques depuis Paris, contrôlait la monnaie, contrôlait la région via les CEDEAO et pouvait imposer l'exploitation des ressources contre l'avis du pays, forcer toute la région à signer des traités de libre-échange. La Russie est, elle, encore incapable de faire le quart du tiers de ce que la France faisait. Tout d'abord parce que la Russie n'en a pas encore les moyens. La principale source de revenus du Tsar en Afrique vient du commerce d'armes dominé par la Russie avec plus de 40% des importations sur le continent venant du Grand Est, mais aussi parce que ce n'est pas dans son intérêt d'exploiter ces pays tout de suite. Je m'explique. Étant donné que son économie est assez faible, sa présence en Afrique tient avant tout de sa réputation auprès des Africains. Elle n'a pas les moyens de s'imposer par la force et comme je suis en train de l'expliquer, elle ne doit pas le faire car sinon elle perdrait très probablement sa place au profit des Chinois, des États-Unis ou de l'UE. Alors qu'aujourd'hui, elle jouit d'une image de sauveur anti-impérialiste dans le sillage des grands panafricanistes combattant les impérialistes français et leur propagande pédéraste LGBT. Bref, son intérêt est de cultiver cette image pour pouvoir plus facilement s'implanter. Nous en concluons que la dynamique impérialiste russe consistera à s'implanter en Afrique avec le support des Africains, et le support des Africains est bel et bien le prérequis à la pérennité de cet impérialisme. Mais alors très concrètement, quels sont les exports de capitaux en Afrique de la part de la Russie ? La Russie n'a que 4 milliards d'IDE sur le continent, soit 10 fois moins que les États-Unis. Voilà, là vous comprenez tout de suite pourquoi est-ce qu'on disait que c'était une bille économique. Alors l'impérialisme russe se fait principalement dans le secteur militaire, où elle reste seconde puissance mondiale, juste derrière les USA. En témoigne la présence de Wagner sur le continent africain. Même si en août 2023, le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, meurt après sa tentative de rébellion contre le Kremlin, et la compagnie par la suite sera réorganisée et rebaptisée Africa Corps, dirigée directement par le ministère de l'Intérieur russe. À l'heure actuelle, les effectifs de l'armée sont ouvertement répartis dans 5 pays africains, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la République centrafricaine et la Libye. En 2013, la Russie a tenté de parvenir à un accord avec Djibouti pour louer une base navale là-bas. Mais les États-Unis ont fait pression sur Djibouti pour l'empêcher d'achever l'accord. La Russie a ensuite demandé des bases dans 6 autres pays africains, à savoir le Soudan, l'Égypte, la République centrafricaine, l'Érythrée, Madagascar et le Mozambique. 4 ans plus tard, la Russie a signé un accord avec le Soudan pour établir sa base stratégique à Port-Soudan sur la mer Rouge. Mais après la chute du régime de Bachir en 2019, associé à la situation politique et sécuritaire complexe du Soudan et à son processus de transition démocratique chancelant, le projet a finalement été arrêté. La Russie n'a pas établi de base militaire officielle en Afrique, mais selon l'agence suédoise de recherche sur la défense, un organisme gouvernemental suédois, la Russie a conclu des accords de coopération militaire avec 36 pays africains, dont 6 ont été signés entre 2021 et 2022, y compris des accords de coopération avec l'Éthiopie, le Gabon, la Mauritanie, le Nigeria en 2021, et des accords de coopération avec Madagascar et le Cameroun en 2022. Il s'agit notamment d'accords de protocole général, et plus précisément notamment de livraison d'armes, du droit d'utiliser les ports maritimes et les bases aériennes de la formation d'officiers africains à l'Académie militaire russe et l'accueil de conseillers militaires russes. En outre, les données montrent que la Russie est devenue le principal fournisseur d'armes en Afrique, et les 2 pays du continent qui achètent le plus d'armes russes sont l'Algérie et l'Égypte. 2 pays qui ont acheté des armes russes d'une valeur de 8 milliards de dollars et 3,1 milliards de dollars respectivement entre 2008 et 2018.
Dans l'ensemble, selon une base de données publiée par l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm, la Russie représente environ 44% des importations militaires du continent entre 2017 et 2021, avec une nette tendance à la hausse. La gestion par la Russie des gisements de pétrole en Libye et au Soudan est également une importante source de devises pour aider Moscou à contourner les sanctions occidentales. On peut voir apparaître quelques tentatives d'investissement dans le nucléaire au Nigeria et au Burkina, mais trop long à mettre en place pour que l'on puisse déjà en prendre compte, des délais d'environ 15 ans. Pour l'impact de cet impérialisme sur les Africains, il est très moindre, comme vous pouvez vous en douter, vu qu'il est très récent. Tout ce qu'on vient de citer ici date au plus tôt de 2021, donc à peine 4 ans pour un pays faible économiquement. Alors le seul point actuel que l'on peut voir, c'est l'ingérence d'Africa Corps, qui ne se comporte pas spécialement mieux que l'armée française, mais le plus inquiétant reste l'impérialisme culturel russe, c'est-à-dire sa popularité parmi le peuple africain, son soutien énorme, qui laisse présager que les Burkinabés, les Nigérians et les Maliens n'ont pas du tout compris l'impérialisme, n'ont pas compris qu'il faut toujours se méfier. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est tout sauf de la méfiance. Alors nous terminons ce petit tour des impérialismes par le sujet le plus débattu. Il s'agit de parler d'impérialisme en Afrique. Il s'agit évidemment de la Chine. Alors pour la faire courte, la Chine est en même temps proche de la France et des États-Unis dans son expansion, mais plus proche de la Russie dans son approche. La technique impérialiste chinoise est de récupérer les marchés africains de manière pacifique, lui permettant de garder une image presque parfaite auprès des pays africains. Pour le dire grossièrement, la Chine c'est la Russie mais avec de l'argent. La présence chinoise sur le continent, rien qu'en termes d'IDE, est de 56,7 milliards de dollars. Si on rajoute par exemple le très récent congrès Chine-Afrique, ça fait 45 milliards de dollars, en plus sur le continent, dont la moitié en prêt. Alors on peut encore ajouter l'initiative de la ceinture et la route, donc avec des investissements massifs dans les infrastructures d'une valeur estimée de plus de 100 milliards de dollars pour l'Afrique, des prêts gouvernementaux, donc des prêts concessionnels et préférentiels, avec un montant cumulé d'environ 150 milliards de dollars, des fonds de développement Chine-Afrique avec une valeur de 10 milliards de dollars, les projets d'aide au développement, donc la construction d'écoles, d'hôpitaux, de stades, une valeur estimée à plusieurs milliards de dollars, des lignes de crédit pour des entreprises africaines, donc des banques et des facilités de crédit avec un montant total de 20 milliards de dollars,
des investissements dans des ressources naturelles, des accords d'extraction à long terme, avec des valeurs de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Tout ça, au total, ça nous fait à peu près 300 milliards de dollars, soit 3 fois plus que les États-Unis. Cependant, ces chiffres sont à nuancer. Les États-Unis restent relativement forts en Afrique, même si le total ici n'est pas en faveur des USA. Les États-Unis ont une présence impérialiste en termes militaires, des bases partout sur le continent, des exploitations vieilles et un impérialisme bien plus ancien. Il ne faut pas oublier que le FMI et la Banque mondiale, ainsi que l'USAID, sont majoritairement financés par les USA. Donc les prêts donnés par ces organisations sont aussi à attribuer aux États-Unis d'Amérique. Mais surtout, les Américains ont un poids historique dans la région et sont là depuis bien plus longtemps. Des prêts bilatéraux directs d'environ 50 à 60 milliards de dollars cumulés depuis les années 60, une contribution via des institutions monétaires, donc avec la Banque mondiale c'est entre 100 et 120 milliards de dollars américains qui ont été investis, via le FMI c'est de 30 à 40 milliards de dollars, toujours rien que les Américains qui ont été investis. Avec l'USAID on est à 100 milliards de dollars cumulés, avec le Millennium Challenge Corporation encore 15 milliards de dollars de plus, avec d'autres diverses agences comme l'IM Bank, DFC, etc. On est entre 30 à 40 milliards de dollars encore à additionner. Donc en additionnant toutes ces estimations, on arrive à un total approximatif de 375 milliards de dollars de dette américaine sur le continent. Donc la rivalité entre la Chine et les États-Unis n'est pas pleinement terminée en Afrique, elle est plutôt à ses débuts. La Chine ne fait que commencer son implantation sur le continent. Elle y est certes présente depuis beaucoup plus longtemps que la Fédération de Russie, mais reste dans une étape de construction. Cette dynamique de l'impérialisme chinois ne s'arrêtera pas de sitôt, car comme la Russie, la Chine est de plus en plus populaire en Afrique, à tel point que de grands leaders de la France-Afrique, habituellement très loyaux envers Paris, se retrouvent à dealer avec eux. Pas très étonnant, la Chine a des termes absolument remarquables. Elle propose des constructions d'infrastructures énormes dont l'Afrique a cruellement besoin avec très peu de demandes en retour, des prêts en masse, elle ne demande pas à changer les politiques ou à privatiser des secteurs, elle n'interfère pas avec la politique interne. Cependant, quand un pays se trouve en défaut de paiement, la Chine se montre d'un coup beaucoup plus agressive et peut par exemple pleinement reprendre le contrôle des infrastructures construites à son profit jusqu'à remboursement de la dette. Ce point permet une petite piqûre de rappel aux pays impérialisés que l'investissement n'est pas sans danger. Alors cet impérialisme doux, comme on l'appelle, peut paraître étrange pour une Chine qui pourrait se permettre bien plus. Mais tout simplement comme la Russie, cette approche lui permet de construire une image d'allié du tiers-monde, d'alimenter son idéologie révisionniste et son mythe multilatéralisme avec compréhension mutuelle entre civilisation et coopération de blablabla. Du bullshit à la chinoise qui nous vend la même merde que n'importe quel impérialiste avec à chaque fois une petite formule magique différente. Donc rien de nouveau sur l'impérialisme chinois, globalement c'est du social-impérialisme pur, ils peuvent se le permettre pour l'instant, mais on sait très bien que tout comme le capitalisme peut être vivable dans un temps prospère. Quand la crise approche, parce qu'elle approche toujours à un moment, le fascisme pointera le bout de son nez pour sauver le système. Et pour la Chine, ça pourra se traduire aussi dans son impérialisme, où elle pourra devenir bien plus agressive. La question de la Chine chez les marxistes est d'une importance capitale. Il faut bien comprendre la nature de l'État chinois. Il n'est pas un allié anti-impérialiste. Il n'est pas une puissance socialiste. Il n'est pas à soutenir. Le pôle de renaissance communiste français, ou l'American Communist Party et autres formations dites de gauche, tombent dans le piège de ceux qui agitent le drapeau rouge pour descendre le drapeau rouge. Entre ceux qui veulent qu'un État socialiste tel que l'URSS ou la Chine puisse exister et qui de là font tout pour justifier leurs croyances, pas parce qu'ils y croient réellement mais parce qu'ils veulent y croire, ceux qui soutiennent la Chine simplement parce que contre les États-Unis, ceux qui ne comprennent pas correctement le marxisme, les chauvinistes, les révisionnistes et éléments bourgeois de mauvaise foi. Ils ont tous en commun le fait d'être éloignés de la lutte des classes des prolétaires chinois, qui luttent pour le retour du socialisme dans leur pays. Ils ont tous ce point commun de soit nier l'existence même de l'impérialisme chinois, soit de relativiser en disant simplement que celui-ci serait plus souple et pas si mauvais que ça. En quelque sorte, ils justifient l'exploitation en disant que celle-ci ne se fait que dans une moindre mesure et est donc acceptable. Cette position relève du révisionnisme social-démocrate, qui approuve les droits bourgeois
à s'accaparer le fruit du travail des travailleurs, tant que cette extorsion ne dépasse pas un certain cap défini arbitrairement par le bon vouloir des membres du parti révisionniste. Ce n'est pas de la doctrine servile et du dogmatisme que de critiquer et combattre tout impérialisme, suivre le drapeau rouge juste parce qu'il est rouge, c'est ça le seul véritable dogmatisme à combattre. Bien, nous avons fini de parler des impérialismes, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de ce qu'il y a. Alors pour résumer, nous avons la France en désuétude, les États-Unis et la Chine qui pètent la forme et qui s'arrachent les parts de marché, la Russie qui essaye tant bien que mal de se construire en puissance impérialiste digne de son nom, et l'Union Européenne qui avance une fois avec les USA, une fois seule, une fois forte et en même temps fragile à l'intérieur, et un peuple africain qui subit, on va pas se mentir. Alors maintenant qu'on a résumé tout ça, nous pouvons parler d'un sujet qui est un peu plus géographique, mais on ne peut plus lier à l'impérialisme. Je parle bien évidemment de la malédiction des ressources. Alors qu'entend-on lorsque l'on parle de malédiction des ressources pour le continent africain? Eh bien, comme dit de nombreuses fois au cours de cette vidéo, l'Afrique est riche en ressources, elle possède de grands nombres de minerais et matières premières en tout genre. C'est le grand paradoxe africain. L'Afrique est le continent le plus riche et par conséquent, il est le plus pauvre. Ces ressources, dans les mains d'un pays réellement indépendant et souverain, ont la capacité de construire un pays africain moderne, avancé, pouvant rivaliser avec les pays européens ou d'Asie de l'Est. Cependant, une grande présence de ressources sur le continent africain attire forcément les appétits internationaux. Et ça, on l'a vu avec l'impérialisme. On peut trouver de nombreux cas de pays continents censés être scandaleusement riches, mais pourtant connus pour leurs problèmes de pauvreté. Cameroun, RDC, Centrafrique, et j'en passe. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce problème, un pays comme la RDC, a priori indépendant, on le voit sur la carte, ils ont leur président, leurs élections et leur assemblée nationale. En réalité, les ressources du Congo sont toutes pillées par différentes entreprises, c'est-à-dire de grands capitalistes monopolistiques étrangers. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus choquant au Congo? Eh bien, c'est que au Congo, à part les églises, rien n'appartient aux Congolais. Alors, préparez-vous, on va faire une petite liste des entreprises sur le sol congolais. Dans le transport aérien, nous avons Serve Air, une société indienne, CAA, une société belge, et Air Kasai, une société russe. Pour tout ce qui est bâtiments et travaux publics, nous avons Sinohydro, qui vient de la Chine, et Krexet, qui vient aussi de la Chine. Ensuite, nous avons Safrica, qui est une société belge. Nous avons ensuite Dematco, qui est européen, Ivanhoe, qui est canadien, Tenje Fugurume, qui est chinois, KCC, qui est suisse, Barrick Gold, qui est canadien, Glencore qui est suisse. Dans les banques, on a Ecobank qui est togolais, Equity qui est kényan, Standard Bank qui est sud-africain, Access Bank qui est nigérian, FN Bank qui est aussi nigérian, et Sofibank et Solidaire Bank qui sont libanais. Pour ce qui est de la logistique, nous avons Bolloré qui est français, nous avons CGMA qui est aussi français. Pour l'agroalimentaire, nous avons Sokin qui est libanais, Alliance Business International ex-Congo Futur qui est libanais. Pour la grande distribution, il y a qu'un marché qui est indien, G&G Market qui est aussi indien, Kinmart qui est libanais, Hyperpsaro qui est grec, SEK qui est indien, Galaxis qui est indien, Soprite qui est sud-africain. Pour ce qui est des transports routiers et camions, Transbenz qui est libanais, Transgazelle qui est libanais, NRG qui est indien, TRC qui est européen. Pour tout ce qui est boissons gazeuses et alcool, Canadian Pure qui est indien, American Water, libanais, Eden qui est chinois, Bralima qui est hollandais, Bracongo qui est français. Pour ce qui est des assurances, Activa qui est camerounais, Rawsour qui est indien, Sunu Assurance qui est ouest-africain, Sonas qui est une entreprise congolaise. Pour ce qui est d'entreprises fabriquant des meubles, Orca qui est libanais, Kitea qui est marocain. Pour ce qui est des entreprises de communication, Vodacom, qui est sud-africain et britannique, Airtel, qui est indien, Orange, qui est français, et Africiel, qui est libanais et américain. Les 27 autres entreprises suivantes sont toutes des entreprises d'évangélisation, et ce sont les seules entreprises congolaises, si on met de côté la société d'assurance Sonas, qui est la seule exception à la règle.
Ce rapport montre très concrètement la malédiction des ressources avec le cas congolais, mais malheureusement cette malédiction apporte avec elle son lot de conflits. Dans leur grande majorité, les conflits en Afrique sont causés par des guerres pour le contrôle de ces ressources, et c'est rarement entre des acteurs luttant pour les Africains. Le plus souvent, c'est acteurs luttant pour la puissance étrangère A contre la puissance étrangère B. Clairement, les ressources de l'Afrique, c'est paradoxalement une des raisons premières de sa pauvreté. Après la colonisation, c'est la période des indépendances. Alors on est content, on chante, on danse, mais problème, ton pays il ressemble à ça. Bien, je pense qu'on peut dire que ces frontières suivent parfaitement les frontières naturelles du Sahara, Et ça, on est sur le même modèle dans toute l'Afrique, On dirait que tout a été fait pour l'examen de géométrie de Timothée sur le théorème de Thalès. Pour dire, c'est même devenu une blague, les frontières africaines tracées à la latte, au point que certains universitaires s'amusent à calculer quel est le pays le plus carré du continent. D'ailleurs, au passage, le champion, c'est l'Égypte. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est un fait connu que les pays africains ont été tracés selon les besoins des puissances coloniales. Que ce soit le nombre de pays en forme de couloir, comme en Afrique de l'Ouest, témoignant de comment les puissances européennes se sont installées sur les côtes, qu'aux frontières dans le désert, tracées avec une équerre Aristo à 57 centimes seulement, descendant directement des frontières de l'ancienne Afrique occidentale et équatoriale française, voire de la conférence de Berlin. Et tout ça en dépit des populations locales, bien évidemment. Et puis, en l'indépendance, on a vite fait de créer des pays qui n'ont vocation qu'à être des mines de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés pour les entreprises françaises. Et puis, pourquoi pas carrément créer des pays pour aucune autre raison que de juste récupérer un territoire d'un gouvernement indépendant, comme le cas du Katanga avec Moïse Tshombe. Et tout ça, bien sûr, en créant de nombreux conflits sur le sol africain, parce que, vous savez, je pense qu'ils n'ont pas assez de problèmes, Ils ont été trop gâtés par la nature. Alors maintenant, il est temps d'équilibrer. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba du néocolonialisme. Diviser pour mieux régner, c'est la devise de tout bon diplomate français en Afrique. Qu'est-ce qu'il est simple de monter différents groupes ethniques africains les uns contre les autres et profiter du conflit pour s'en mettre plein les poches. Déjà en vendant des armes, mais pourquoi pas en permettant de récupérer les mines via des groupes rebelles, clin d'œil au M23, d'affaiblir le gouvernement souverain ou de carrément avoir le droit d'envoyer des armées avec un joli prétexte de sauver les Africains des terroristes que nous avons nous-mêmes créés. Bref, vous avez compris, les frontières de l'Afrique sont un vrai problème et ce sont les Africains qui l'ont très vite compris. Et c'est pour ça que dès l'indépendance, de nombreux dirigeants du continent ont tenté de résoudre ces problèmes en formant diverses unions. Mais problème, ces unions ne purent tenir. Trop de contradictions entre les différentes bourgeoisies, trop de problèmes avec les camarades européens et autres capitalistes étrangers, et puis simplement pas assez intéressant pour la bourgeoisie nationale. Aujourd'hui, l'union et la solidarité des peuples africains est un prérequis pour l'émancipation du continent et pour abattre les frontières coloniales. Alors nous arrivons à la question que les libéraux brandissent sans cesse quand il s'agit de l'Afrique, la géographie. Effectivement, avant de plonger dans le sujet, la géographie africaine y joue un rôle important dans sa pauvreté. Cependant, elle est très loin d'en être la cause principale, surtout lorsque l'on a vu que beaucoup de problèmes géographiques pouvant être réglés restent des problèmes à cause de l'exploitation du continent. Que vont-on dire par problème géographique ? Par là, nous parlons de tout ce qui concerne les catastrophes naturelles, les inconvénients liés au terrain de ces pays, le climat, le problème de l'eau, mais aussi des possibilités de développement parfois assez complexes. Alors clarifions ça, commençons par un sujet fréquent. Le problème de l'eau. L'eau en Afrique, c'est un problème de taille, sujet de nombreuses blagues et autres idées reçues sur le continent. Le problème de l'eau, c'est important à régler. Selon les estimations, le stress hydrique marqué qui sévit en Afrique touche environ 250 millions de personnes sur le continent et pourrait entraîner le déplacement de 700 millions de personnes d'ici à 2030. De très nombreux pays africains sont touchés, particulièrement au Sahel ou en RDC, et ça me fait une bonne transition pour la présentation de ce problème. Il y a grossièrement deux problèmes liés à l'eau. Le premier est le plus évident, celui qui nous vient à l'esprit directement, c'est l'absence de sources d'eau. C'est le cas du Sahel. Des grands déserts et bandes de terre dans une région au climat extrêmement chaud, où le plus souvent il ne pleut que pendant un seul mois de l'année, ce manque d'eau est un problème naturel.
découlant de la géographie de ces pays. Le second gars est plus fourbe. Lorsque l'on regarde les pays en situation de stress hydrique ou d'insécurité alimentaire, on tombe sur les 3 premiers pays, Éthiopie, Nigeria et RDC. 3 pays avec un accès à la mer, dans des régions tropicales, traversées par des grands fleuves et des réserves en eau douce plutôt conséquentes. Cela révèle le deuxième problème. Il ne suffit pas d'avoir de l'eau, il faut aussi pouvoir la procurer à la population de manière efficace. La RDC a beau avoir l'une des réserves en eau douce la plus grande du continent, elle est numéro 1 du classement des pays africains en stress hydrique. Au Sahel, les femmes doivent s'occuper d'aller chercher de l'eau à plusieurs centaines de kilomètres de leur village, pour donner de quoi subsister à leur famille. De là s'accroissent des inégalités entre les hommes et les femmes, qui n'ont plus le temps d'aller à l'école, des maladies se développent chez ceux qui ne peuvent se procurer de quoi boire, et ceux quand l'eau n'est pas déjà contaminée. Alors que faire de ces problèmes de l'eau ? Le problème de l'eau est avant tout un problème de distribution avant d'être un phénomène d'approvisionnement. Avec des infrastructures suffisantes, les pays en stress hydrique, que ce soit le Congo ou le Niger, ont de quoi fournir en eau les habitants de leur pays. Seulement, ce développement des infrastructures est très difficile et souvent bloqué par l'impérialisme ou la bourgeoisie nationale. Nous en parlerons dans le prochain chapitre plus en détail. Un autre problème géographique très lié à l'eau est celui du climat. C'est le climat africain qui, dans une partie du continent, provoque le manque d'eau. Il provoque aussi de mauvaises récoltes et une difficulté pour créer une agriculture viable. On a aussi des problèmes par rapport au terrain, à la faune, et puis toute la question écologique. On n'est plus au 19e siècle, industrialiser n'importe où ou n'importe comment, ce n'est plus viable. Alors la grande majorité des problèmes abordés ici peuvent être résolus via les fameuses infrastructures. Les infrastructures. On a l'habitude de dire que la première chose dont les pays africains ont besoin sur le continent, c'est des infrastructures. De quoi électrifier le pays, le fournir en eau, le connecter avec un réseau de routes, etc. etc. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour laquelle les Africains font appel à des puissances étrangères. Mais ça, nous en parlerons après. Effectivement, on se rend compte qu'avec des infrastructures adéquates, tous les problèmes peuvent être réglés. Et pour comprendre ça, il suffit de regarder Las Vegas, la ville est en plein désert, il n'y a qu'une seule petite source d'eau, et pourtant il arrive à faire ce genre de conneries à l'américaine. Loin de moi l'idée de dire que Las Vegas est une bonne idée, mais ça prouve la possibilité d'approvisionner et distribuer en eau, de moderniser et électrifier des zones arides, où a priori on ne pourrait rien faire. De quoi éloigner la rhétorique fataliste bourgeoise selon laquelle « mais vous savez, il fait très chaud, puis la géographie, puis en plus ils sont noirs, bla 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 ». Mais alors qu'attend-on ? S'il y a qu'à, pourquoi on ne le fait pas ? Eh bien, pour différentes raisons. La première étant le coût. Ces infrastructures ont un coût que beaucoup de pays africains ne peuvent pas payer. Secondement, plus politique cette fois-ci, ça porte sur le caractère de classe des États africains. En effet, tous les pays africains aujourd'hui sont des dictatures de la bourgeoisie. Les luttes d'indépendance étaient des luttes de libération nationale. Les communistes ont donc jugé bon de les soutenir. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'une fois la guerre de libération menée à bien, la bourgeoisie nationale perd son caractère progressiste. Et oui. Effectivement, c'est la première raison pour laquelle l'expérience capitaliste en Afrique sont toutes des échecs. Les bourgeoisies nationales, dans ces pays pauvres, n'ont pas réellement d'intérêt à construire la nation, quand ils peuvent tout simplement collaborer avec la France, où ils peuvent participer à l'exploitation de leur propre pays, obtenir des gains nettement plus gros, acheter une villa sur la Côte d'Azur et participer activement au capitalisme financier à échelle mondiale. La bourgeoisie nationale, seule, n'a plus les moyens de développer les pays pauvres. Nous développerons ça dans le prochain chapitre, où nous posons la question « Quelle solution ? Quelle perspective pour l'Afrique ?» Nous voilà arrivés à la fin de cette deuxième partie de notre série de vidéos sur l'Afrique. La prochaine et dernière partie portera sur les différentes solutions pour l'Afrique, mais surtout sur l'afro-marxisme et le socialisme en Afrique. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée et du courage dans la lutte. À dans 2 semaines.